Petite émission spéciale, ben, vous, les auditeurs, vous allez écouter ça, c'est le midi ou la fin de la matinée de mardi, le 10 décembre. Nous, on enregistre, bon, pour toi, Jean-François, il est quoi, 9h30 au 9h30 le soir, lundi, ouais. 9h30 le soir au Kazakhstan. Pour moi, il est à peu près 11h30. Donc, on est le 9 décembre. Fait que je le précise parce que des fois, il peut se passer, il va éventuellement se passer des choses d'ici à ce que le podcast soit public pour les auditeurs. Fait que je le dis en toute transparence là, pour pas que les gens disent ouais, mais là, c'est pas vrai ce que vous avez dit, il s'est passé telle affaire. Ben, pour nous, il s'est pas encore passé ce qui va peut-être se passer. Donc, c'est ça. Merci Jean-François d'avoir accepté à brûle pour point là, de venir commenter ce sujet-là. Quand on a enregistré aujourd'hui, je me suis dit, je ne parlerai pas de la série direct aujourd'hui parce que les sujets se bouleversaient. Puis bon, il y a eu évidemment la réouverture de Notre-Dame avec tout le shit show qui s'en est suivi, le rapport accablant du Congrès américain qui était rendu public sur la gestion pandémique qui nous apprenait finalement un peu pourquoi les gens pressentent de plus en plus que Biden ferait un pardon à Anthony Fauci. Fauci parce que dans le rapport, notamment, ce qu'on apprend, c'est que lui et et la personne qui vient juste après je ne sais pas c'est quoi son titre officiel, mais son adjoint, si vous voulez, la personne, son sous-ministre, entre guillemets, pour le mettre en termes québécois, de la santé publique, a volontairement fait de l'obstruction à l'enquête du Congrès dans le cadre de la gestion pandémique. Donc, c'est vraiment ça qui est au cœur de ça. Ça peut amener éventuellement peut-être à des accusations, même devant un tribunal. Là. Fait que je pense que c'est un sujet qui méritait d'être parlé, mais on ne peut pas passer à côté non plus de ce qui se passe en Syrie. Fait que durant la fin de semaine, moi, je voyais ça aller. Puis au départ, Jean-François, je ne sais pas si tu as vu les mêmes choses que moi, mais dans un premier temps, les rumeurs ont commencé à circuler. On a vu des vidéos de groupes armés qui s'approchaient de Damas tranquillement. Et dans un premier temps, on avait une rumeur qui circulait comme quoi que Assad aurait fui le pays, mais ça a été comme démenti dans un premier temps avant que finalement on sache que c'était vrai. Là. Ouais, le Kremlin a confirmé qu'il s'est réfugié en Russie. La Russie lui a donné l'asile politique. Mais c'est important, là, tu sais, dès le départ, là, c'est probablement là, le conflit le plus difficile à comprendre, puis c'est aussi probablement le conflit le plus difficile à expliquer. Parce qu'il y a tellement d'acteurs là, qui sont impliqués, tant à l'intérieur du mouvement rebelle en Syrie que les puissances régionales puis globales qui essaient de tirer la couverte de leur côté. Là. Fait que dès le départ, c'est important de mettre la table puis de le dire aux auditeurs, puis faire un effort pour essayer là, d'être le plus pédagogique possible pour que ce soit le plus clair à comprendre pour tout le monde. Parce qu'il y Parce a que c'est des réactions très niais là, qu'on peut voir en ce moment. Là, c'est le festival des tapons, là, on va le dire en bon québécois. Là. Je regardais sur les réseaux sociaux, tant en France qu'au Canada. On voit finalement c'est qui les adultes et qui sont les enfants dans tout ça. Là. On a vu la réaction de cette députée, ou je ne sais pas si elle a été élue finalement. Est-ce qu'elle a été les réélue? députés, c'est la tête de liste de la France insoumise. Et La les tête de députés liste de la européens, France insoumise, elle nous dit hey, c'est extraordinaire, là, ça met fin à 14 années de dictature, solidarité, justice et la quête de liberté. T'sais. On verra à quoi ressemble la solidarité, la justice, la dignité, la liberté dans quelques semaines de ça. Là. Je ne suis pas sûr que ces tweets-là vont bien vieillir. On a eu évidemment Justin Trudeau aussi, Emmanuel Macron. La barbarie est tombée. Je rends au peuple syrien à son courage, sa patience dans ce moment d'incertitude, les vœux de paix, de liberté et d'unité. C'est le prêchi-prêcha, là, mais c'est très niais. Là. Je regardais le commentaire de Justin Trudeau, probablement le pire. Là. La chute de la dictature d'Assad met fin à des décennies d'oppression. Un nouveau chapitre peut commencer en Syrie sans terrorisme ni souffrance. non, mais tu sais, d'une certaine façon, ils ont raison. Mais le problème, c'est que c'est quelqu'un qui est en train de célébrer le fait qu'il vient de vaincre le cancer des os, mais qu'on lui diagnostique au même moment le sida. Là. Ils oublient qu'on leur diagnostique aussi le Ouais, sida. puis Parce qu'il ce qui risque de se passer dans les ils prochaines oublient semaines, aussi, on prochains dirait qu'ils mois, ont l'air d'oublier toutes les dernières histoires de ce genre-là. Là. Qu'est-ce que ça a donné en la, Libye, en la ch- Irak, en en Afghanistan. Afghanistan? Ouais. Qu'est-ce que ça a donné la chute de Saddam Hussein? Qu'est-ce que ça a donné
Kadhafi en la Libye. chute de Kadhafi, de tous ces autres leaders-là que tu dis, ouais, finalement, ça, c'était vraiment des régimes qu'on peut condamner. Je pense que Oui, c'était tous des salauds. C'était c'est. tous des salauds. Saddam Hussein, Kadhafi, c'était des ordures, c'était des salauds, mais et c'était le même cas aussi avec, Bachar el-Assad. Ils avaient, entre guillemets, «le mérite» qu'ils avaient, c'est qu'ils étaient en mesure d'assurer la stabilité dans la région et dans leur pays. Mais lorsque Ouais, puis, l'Occident est intervenu, ben, on a foutu le ouais, bordel, on puis a si on. déstabilisé ces pays-là, ces régions-là, puis on s'est retrouvé avec l'émergence de groupes terroristes comme l'État islamique. Tu sais, en Libye, là, ils Ben, sont déjà c'est rendus à ça. 2 guerres civiles depuis 2011, là. Donc, tu sais, en parlant de liberté, de solidarité, puis de prospérité, puis de démocratie, là, en tout cas, si le passé est garant de l'avenir, là, on repassera. Ouais, puis Mais il y a tu sais, toujours un peu aussi, juste avant que tu rentres dans le détail des différents groupes qui sont impliqués, il y a toujours un peu aussi cette espèce de posture un peu débile on a toute la gauche occidentale qui est préoccupée matin, midi, soir du droit des femmes aux États-Unis à faire ce qu'elles veulent finalement avec l'avortement puis tout ce que tu veux. Puis là, tu te dis, ils sont en train de spammer sur potentiellement des islamistes qui vont prendre le qui vont pouvoir imposer la et qui charia. vont imposer la charia, faire comme en Afghanistan, les femmes n'ont plus le droit d'aller à l'école, n'ont plus le droit d'avoir un travail, même dans certains cas, plus le droit de conduire une voiture. Ils ont même plus le C'est du droit n'importe quoi, là. Ils ont même plus le droit de se parler l'une avec l'autre en l'absence d'un homme présent, là, tu sais. Ça l'a atteint, là, ce niveau-là d'obscurantisme moyenâgeux, là. Donc, on est loin des drapeaux arc-en-ciel, là, à Kaboul, hein. Non, non, c'est ça. Donc là, les différents partis, parce que là, on nous présente ça dans les médias, en gros, que tu as deux camps, tu as le camp gouvernemental de la dictature avec Assad et les rebelles qui voulaient faire tomber la dictature. Puis d'ailleurs, ça nous rappelle un peu, c'est quoi? C'est peut-être il y a 8 10 ans qu'il y avait eu le même genre d'épisode où on pensait que Assad allait tomber, mais a été maintenu finalement par l'intervention des Russes. Et de l'Iran. Est-ce que c'est encore les mêmes camps et les mêmes acteurs qui sont en jeu dans cette prise 2 finalement? Ça a changé un petit peu du côté des rebelles, mais je fais une petite chronologie, là. D'abord, Bachar el-Assad, il a été au pouvoir pendant 24 ans. Il avait succédé à son père qui lui-même avait été au pouvoir pendant à peu près 25 ans. C'est un tyran, là. Le type, a tyrannisé sa population. Il a pas hésité même à utiliser des gaz chimiques, du gaz sarin contre eux. Puis le pays était dans une guerre civile depuis les printemps arabes qui avaient commencé en Exact. 2011. Et puis, bon, le conflit avait stagné, avait causé la mort d'à peu près 300 000, 400 000 personnes, mais au cours des 10 derniers jours, là, les forces rebelles ont pris le contrôle de l'entièreté du pays, ce qui était assez surprenant. Personne s'y attendait vraiment. Puis là, ben, ça pose plusieurs questions. Tu sais, la première, c'est qui les principaux perdants du départ d'Assad? Pourquoi le régime s'est effondré aussi rapidement? Ça va être quoi la suite des choses? Puis c'est qui le leader qui vraisemble, en tout cas qui apparaît comme étant l'homme fort du pays, puis qui risque très fortement de s'imposer comme le leader. Donc son nom, c'est Mohamed Al-Jolani, qui est un ancien bras droit d'Al-Zarqawi, qui était lui-même un ancien bras droit d'Oussama Ben Laden. Donc le type Ben, c'est ça, c'est que c'est c'est une son ancienne figure de proue Al-Qaïda. d'Al-Qaïda. Ah oui, faut savoir ça dès le départ. Même si depuis les dernières années, il a renié l'affiliation de son groupe avec Al-Qaïda et puis il prônerait, c'est ce qui a été décrit par les médias occidentaux comme étant un islamisme radical mais pragmatique. Donc, en termes d'oxymoron, là, c'est assez Ouais, fascinant. Donc, d'abord, les 3 perdants, du départ d'Assad, c'est la Russie, l'Iran puis le Hezbollah, parce que Bachar el-Assad était soutenu militairement par ces 3 entités-là. Donc, s'il est resté au pouvoir pendant aussi longtemps, c'est parce qu'il bénéficiait de la couverture aérienne de l'aviation russe. Puis la Russie avait établi une base navale, elle avait une base aérienne dans le pays. Et puis, évidemment, avec le départ de Bachar el-Assad, les Russes vont devoir quitter le pays. Puis ça, c'est une gifle pour Vladimir Poutine. Puis ça montre là aux autres pays du Sud global qui ont des liens sécuritaires avec la Russie ou qui comptent ils comptaient peut-être développer des liens de sécurité avec eux, mais ça prouve que la Russie est pas capable de mener un combat sur plusieurs fronts. Ils ont concentré là, toutes leurs forces sur le front ukrainien, puis inévitablement, ils ont été obligés de dégarnir leurs interventions à gauche et à droite, notamment en Syrie. Donc, c'est une des raisons pour laquelle les rebelles ont été en mesure de prendre le contrôle du pays en même pas 2 semaines, parce que les forces russes avaient essentiellement quitté le pays. Ça va envoyer ça. Et Vladimir Poutine, en fin de semaine, il s'est pas couché
comme un gars super heureux, là. Non, sûrement pas, non. C'est une gifle pour sa politique étrangère, il faut le dire. Puis pour l'Iran, ben, l'Iran soutenait aussi Bachar el-Assad parce que si vous regardez sur la carte, vous avez en fait, entre le Liban puis l'Iran, ben, vous avez la Syrie et le Hezbollah, c'est le groupe, terroriste soutenu par l'Iran qui se trouve au sud du Liban. Donc en soutenant la Syrie, l'Iran est en mesure de faire transiter des hommes et du matériel de l'Iran via le territoire syrien jusqu'au Liban. Donc ça permettait, d'armer le Hezbollah. Donc inévitablement, ça on voit très bien sur la carte, donc inévitablement, avec le départ de Bachar el-Assad, ben, l'Iran vient de perdre ce corridor-là. Ouais, Ça va et l'impact direct, ça va impacter le Hezbollah qui aura plus les armes, les munitions, puis les hommes nécessaires à la poursuite de son combat terroriste contre Israël. Donc, l'Iran est un perdant. Ça renvoie aussi, l'image dans la région que l'Iran, a été, certes a été en mesure de bombarder Israël, là, au cours des derniers mois, mais ça reste un colosse aux pieds d'argile et ouais, puis ça va avoir un impact, là, vraiment important sur les capacités du Hezbollah puis aussi du Hamas à pouvoir continuer sa lutte contre Israël. Donc ça, c'est les 3 perdants. Le principal vainqueur, de la victoire des rebelles, c'est la Turquie. Puis ça, la Turquie, là, c'est un pays membre de l'OTAN, mais c'est probablement notre pire allié. Parce que la Turquie, là, puis ça, c'est important de le dire aussi, un soldat sur 7 des forces armées turques est actuellement déployé à l'étranger. Donc, tu on parle des Américains qui sont impérialistes, là. Les Turcs, là, l'ancien empire ottoman, là, ils en sont un peu nostalgiques, là. Erdogan, là, c'est un type là, qui a pas hésité ben, à déployer des troupes dans le nord de la Syrie. Il y a des troupes turques qui se trouvent aussi dans le nord de l'Afrique, qui se trouvent au Qatar, puis à Chypre aussi, là, depuis le conflit dans les années 70. oui. Donc, au total, ça serait à peu près 80 000 soldats turcs qui sont actuellement déployés à l'étranger. Puis lui, le problème, encore une fois, si vous regardez sur la carte, après le déclenchement de la guerre civile en 2011, ben, il y a eu des réfugiés, il y a eu des déplacements de population. Puis où est-ce que ces gens-là sont allés? Ils sont allés vers le nord, ils sont allés vers la Turquie. Donc la Turquie s'est retrouvée depuis 2011 avec 3 millions, 3,5 millions de réfugiés. Puis dans la politique turque, c'est vraiment une épine dans le pied à Erdogan. C'est vraiment un sujet là, qui crée vraiment des grosses tensions en Turquie. Et puis Erdogan a toujours essayé de négocier dans le passé avec Bachar el-Assad pour que ces réfugiés syriens-là retourne en Syrie. Ouais, ouais, Bachar ouais. el-Assad n'a jamais voulu rien savoir. Donc, c'est ce qui a amené la Turquie, première raison, c'est ce qui a amené la Turquie à intervenir militairement dans le nord de la Syrie et d'armer le groupe qu'on appelle l'armée de libération syrienne. Donc, la logistique, l'équipement, vous regardez les tanks, les chars d'assaut, les batteries d'artillerie, c'est à 100% du matériel turc, les uniformes également. Donc, c'est vraiment ce qu'on appelle en anglais un proxy de la Turquie. Donc, première raison pour laquelle la Turquie est intervenue dans ce conflit-là, et puis ressort en quelque sorte le vainqueur du départ de Bachar el-Assad. Deuxième raison, parce que là, vous avez un autre groupe qui fait partie du camp des rebelles. Vous avez le PKK, donc pas le PKP, le PKK, donc ça, c'est les Kurdes. Et puis en Turquie, ce qu'il faut savoir, c'est que le PKK est considéré en Turquie comme étant une organisation terroriste. Et c'est vrai que les membres du PKK ont mené des actions terroristes contre des civils en Turquie au cours des dernières décennies, mais c'est un groupe qui est soutenu par les Américains. Donc Ouais. les Kurdes qui se trouvent dans le nord-est du pays sont soutenus par les Américains. Puis vous avez une vidéo d'un général 4 étoiles qui était l'ancien commandant des forces, des commandos, là, des forces spéciales américaines, qui disait: «J'ai rencontré personnellement ces individus-là et à un certain moment, je leur ai dit, afin de vous assurer de recevoir le soutien de l'Occident, parce que vous êtes quand même considéré comme un groupe terroriste, on vous suggère de changer votre nom.» Et puis, ils ont décidé de s'appeler le Front démocratique de Syrie. Puis le général a dit: «Ah, ça m'a fait rigoler, ils utilisent le mot démocratique.» Donc, Ouais. ça a tout le monde. Mais donc, vous avez les Kurdes et ben, ce groupe-là, qui fait partie des forces rebelles, c'est un ennemi de la Turquie. Donc, ce qui s'est passé en même temps, en fin de semaine, où les forces de l'armée de libération syrienne a attaqué vers Damas en compagnie du HTS, qui est un groupe composé de différentes amalgames de groupes islamistes. Au même moment, l'armée de libération syrienne a attaqué les Kurdes dans le nord-est du pays. Mmh. Donc, en mesure de conquérir une partie du territoire que les Kurdes contrôlaient jusqu'à présent. Donc, pour la Turquie, ils ont atteint les deux objectifs. Ils ont été en mesure de se débarrasser d'Assad
Et là, ils espèrent être en mesure, avec un nouveau gouvernement qui va se mettre en place, que, que la Turquie a soutenu en grande partie pendant le conflit, vont accepter de reprendre les 3 millions, 3,5 millions de réfugiés syriens, Ouais, et ouais. Israël est en mesure d'affaiblir les séparatistes kurdes dans le nord-est du pays. Fait que si on peut donner, je suis prof, moi je donne des notes, la Russie, l'Iran, le Hezbollah, F, la note d'échec, puis la Turquie, A+. Ils ont vraiment là, scoré Ouais. sur tous les fronts, ils ont atteint tous leurs objectifs. Parce que la Turquie est un pays qui n'a de loyauté finalement qu'envers la Turquie. Parce que quand tu regardes un peu leur positionnement géopolitique, c'est peut-être un des acteurs les plus difficiles à Ouais, cerner parce que, comme disent les Français, ils bouffent à tous les râteliers, là. C'est-à-dire que exactement. la Turquie, tu sais, bon, est dans l'OTAN, veut être un pays européen comme les Participe autres, mais en même temps Participe fait, aux réunions des BRICS. mais en même temps, c'est ça, participe aux réunions des BRICS, fait du chantage pour dire si vous ne donnez pas ce qu'on veut, bon, on pourrait peut-être sortir de l'OTAN puis aller dans une alliance avec les Russes ou peut-être la Chine aussi. Ouais, où on va refuser de nouveaux membres de l'OTAN, ce qu'ils ont C'est ça. fait lorsque la Finlande a voulu se joindre à l'organisation. Donc ils font du chantage, et la Turquie est en train d'émerger vraiment comme une puissance régionale de Ouais. premier plan au Moyen-Orient. Puis il y a même eu s'il y a des négociations de paix là, en Ukraine, elles vont vraisemblablement avoir lieu à Ankara. Moi, j'aimerais qu'elles aient lieu à Astana. Il y a dans le cadre du conflit syrien, il y a eu des accords d'Astana qui ont été signés entre la Turquie, la Syrie, les différents belligérants impliqués. Mais vraisemblablement, s'il y a des accords de paix dans le conflit en Ukraine, ça va être signé en Turquie. Donc, c'est vraiment un acteur de premier Ben, plan, mais c'est aussi un acteur expansionniste. ouais. Puis, je pense que c'est important de le dire, là. Mais qui est pris aussi quand même avec des problématiques internes, entre autres d'hyperinflation. Ça va faire quand même pas bien de manière interne dans leur économie. Ils ont des défis reliés à ça. Mais justement, bref, C'est pour ça que je parenthèse. dis que c'est probablement notre pire allié. C'est ça. Bien sûr. Bref, je fais une brève parenthèse pour faire du pont sur ce que tu viens de dire, puis on reviendra parce que ça va permettre une transition justement à ça. La semaine passée, on a vu, il y avait un article en une du Wall Street Journal qui disait que là, Zelensky était commençait à changer son discours puis à parler de plus en plus d'entente, de paix, qu'il fallait négocier vers la paix. Et là, en fin de semaine, Donald Trump a mis une bûche de plus dans le poêle. D'ailleurs, on a vu la rencontre entre Zelensky et Trump devant la cathédrale Notre-Dame. On aurait dit un enfant qui rencontrait que son père venait chercher finalement à une soirée, puis il a dit: Je t'avais dit de rentrer plus de bonne heure. Il y a un côté quasiment pathétique à ça, là. Et Donald Trump a rajouté une bûche dans le poêle en disant qu'il en appelait à un cessez-le-feu immédiat en Ukraine avec le fait que les forces de l'OTAN se retirent le plus vite possible. Donc là, la pression continue de monter. Je ne sais pas ça va être quoi les prochains gestes reliés à Ouais, ça, mais il a menacé du retrait des États-Unis de l'OTAN, là. en plus, ouais. Mais en fait, ce qu'il veut, là, il y a plusieurs objectifs. Tu te souviendras, en 2016-2020, il avait toujours critiqué les autres pays membres de l'OTAN parce qu'ils ne faisaient pas leur contribution minimale de 2% de leur budget. Puis il dit là, Ouais. c'est assez, là, vous vivez aux mamelles des États-Unis, puis là, Ce on qui va est pas te drôle, excuse-moi défendre, de te là. couper, mais la première fois qu'il a sorti ça autour d'une table où il y avait notamment Angela Merkel et je ne sais plus trop qui, tout le monde riait, hein. Tout le monde disait: Mais de quoi il parle, lui? Et aujourd'hui, c'est un C'est truc plus drôle, hein. admis de tout le monde, hein. C'est admis par tout le monde que, par exemple, le Canada ne fait pas sa juste part, la France non plus. En fait, qu'aucun pays. Je pense que le seul pays qui le fait, c'est la Pologne maintenant. Euh, Ouais, dans mon dernier livre, Le Rouski Mir, j'ai le tableau, j'ai la statistique, mais au final, même après l'intervention, russe en Ukraine, c'est à peine le tiers des pays membres de l'OTAN qui dépensent 2% de leur budget. Puis c'est essentiellement les pays limitrophes à la Russie, là, les pays baltes, la Pologne, puis les pays d'Europe de l'Est. Je pense que la France est même pas encore à 2%, puis le Canada, on n'en parlera même pas, là, c'est dans le Ce qui est peloton, déjà un de l'Est. objectif en soi qui est un peu futile dans le sens que, tu sais, si vous demandez à Justin Trudeau de dépenser 2% en militaire, ben, ça va être pour fournir du vernis à ongles et des tampons C'est à ça, des militaires, puis changer l'uniforme pour le mettre aux couleurs LGBTQ, là. Donc, exact. c'est un peu ça, là. Mais En fait, c'est ça, mais l'objectif de Trump, il profite de la guerre en Ukraine pour dire aux Européens, c'est une question européenne. L'Ukraine, ça se trouve en Europe, c'est une question européenne. Puis à partir de maintenant, si vous voulez assurer la protection de l'Ukraine, vous avez le droit de le faire, mais c'est vous qui allez vous en occuper.
Et ce faisant, ils vont être obligés d'investir minimalement le 2 qu'ils doivent faire. Donc, ils utilisent ça comme un argument de négociation. On le sait, là, c'est sa stratégie. Absolument pas C'est ça. l'intention de retirer les États-Unis de l'OTAN, là. Ça serait complètement fou, puis ça serait pas accepté par le Congrès, de toute Non, façon, puis de là. toute façon, je pense que tout le monde comprend que l'OTAN, c'est les États-Unis, là. C'est un nom qu'on a donné à une alliance militaire, mais soyons francs, là, ça tient quand même à bout de bras essentiellement par eux, là. C'est sûr. Ben, jusqu'à présent, mais si effectivement les Européens Ben sont oui, sincères dans leur volonté de défendre l'Ukraine, ben, peut-être dans l'évolution future de l'organisation, ça va devenir une organisation plus égalitaire où les pays européens vont réellement jouer exact, un rôle, davantage prépondérant que ça a été le cas dans le passé, là. Et ils semblent vouloir se diriger vers, dans cette direction-là, là. Parce que si on exact. regarde, von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, tu sais, je veux dire, ils sont encore va-t-en-guerre, puis pour eux, en Europe, c'est hors de question de signer un accord de paix, donc ils veulent poursuivre, là, leur soutien à l'Ukraine. Est-ce qu'ils en ont les Totalement. moyens à l'heure actuelle? Non, mais ça va peut-être les amener à rénover, leurs armées qui sont absolument désuètes pour pouvoir mener une guerre de haute intensité contre la Russie, là. Ouais. On revient à la Syrie parce que le passage par Trump me permettait d'introduire sa réaction à lui, qui était quand même c'est assez sans équivoque. Puis ça nous amènera à la fin de règne de Biden et sa politique de la terre brûlée, là. Donc, il nous dit les combats, je l'ai traduit pour les biens de l'auditoire, là, mais il nous dit les combattants de l'opposition en Syrie, dans un mouvement sans précédent, ont pris le contrôle de nombreuses villes dans une offensive hautement coordonnée et sont maintenant aux abords de Damas, se préparant manifestement à faire un très grand pas en avant pour renverser Assad. Donc, vous comprenez que ça a été écrit un petit peu avant qu'on Ouais, comprenne en que fin le de semaine. gouvernement est tombé. La Russie, parce qu'elle est tellement impliquée en Ukraine et avec la perte de plus de 600 000 soldats là-bas, semble incapable d'arrêter cette marche littérale à travers la Syrie, un pays qu'elle protège depuis des années. C'est là que l'ancien président Obama a refusé d'honorer son engagement de protéger la ligne rouge dans le sable. Ouais, Rappelez de cette phrase-là, There's a red line in the sand. Et l'enfer a éclaté avec l'intervention de la Russie. Mais maintenant, ils sont, comme Assad lui-même, peut-être contraints de partir, et c'est peut-être la meilleure chose qui puisse leur arriver. La Russie n'a jamais tiré grand profit de la Syrie, à part celle de faire passer Obama pour un idiot. En tout cas, la Syrie est un désastre, mais elle n'est pas notre amie, et les États-Unis ne devraient rien y voir, ne devraient rien y faire. C'est pas notre combat, laissons-le se dérouler. Ne vous impliquez pas. ouais. C'est assez sans équivoque et surtout que, et je fais le parallèle avant de te repasser la parole, là, mais c'est parce que pourquoi je parlais de Biden, c'est que le lendemain ou peut-être quelques heures après sa déclaration, ben, qu'est-ce qu'on apprend? Les forces armées américaines ont fait une cinquantaine de bombardements dans des zones clés en Syrie, disant viser des camps de ISIS. Donc là, on a vraiment les deux visions du monde américaine, celle de Trump et des isolationnistes et celle d'une partie des républicains et d'une partie du camp démocrate qui considèrent encore que à chaque conflit nécessite une bombe américaine, finalement, là. Ouais. C'est quand même assez difficile de se faire une tête sur ce sujet-là, honnêtement, là. Ben, tu sais, tu vu là, j'ai parlé des acteurs, externes qui étaient impliqués, la Russie, l'Iran, le Hezbollah, la Turquie, les États-Unis qui soutiennent les séparatistes kurdes, les Israéliens aussi, mais il faut aussi parler des forces rebelles. C'est pas un groupe unifié, là. Donc à l'intérieur des forces rebelles, vous aviez les Kurdes, séparatistes kurdes, les forces de l'armée, de libération syrienne et les groupes du HTS, là, des amalgames de groupes islamistes, certains plus radicaux, que d'autres. Donc, c'est ces groupes-là qui ont mené le combat contre Bachar el-Assad, mais on l'a vu dès dimanche, les troupes de l'armée de libération syrienne ont attaqué les forces kurdes. Maintenant, la question, c'est que non seulement vous allez avoir des puissances régionales puis globales qui vont essayer de tirer la couverte de leur côté, mais vous avez à l'intérieur même des groupes rebelles des dissensions qui sont maintenant apparentes. Et ça pose la question, qu'est-ce qui va se produire? Qu'est-ce qui va advenir? Puis moi, je pense que c'est assez clair, là, ce qui va se passer. C'est la même chose qui s'est passé après la mort de Kadhafi en 2011. Deux guerres civiles coup sur coup parce que vous aviez différentes factions qui ont essayé de prendre le pouvoir. En Irak, après l'intervention américaine en 2003, la même situation. Vous avez un conflit interne entre les sunnites, les chiites qui a éclaté, ce qui a ultimement mené à l'émergence de l'État islamique.
moi, je vois pas, là, dans le contexte actuel, quoi que ce soit qui pourrait, là, laisser entrevoir la possibilité qu'il puisse y avoir un gouvernement d'union nationale, là. Il va y avoir probablement une guerre Ouais. civile entre ces groupes-là qui étaient jusqu'à en fin de semaine unifiés, vers le combat pour se débarrasser d'Assad. Puis ultimement, ce qui va arriver, ça va être une situation, probablement encore pire de celle qui prévalait sous Assad, parce que je le disais au départ, c'était un des mérites d'Assad, de Kadhafi puis de Saddam Hussein. C'était des salauds, mais ils étaient en mesure de maintenir garantir la stabilité dans le pays entre les différents groupes Ben, c'est ethniques ça. ou religieux qui s'y trouvent. Puis là, maintenant, ben, comme l'arbitre qui faisait peur à tout le monde est disparu, ben là, vous avez différents chefs de tribus qui seront pas en mesure de s'imposer sur l'ensemble de la société. Donc, tu sais, les dirigeants occidentaux qui célèbrent le départ de Bachar el-Assad, ben, ils viennent de célébrer le fait qu'ils ont réussi à vaincre le cancer des os sans se rendre compte qu'on leur diagnostique au même moment le sida, là. Parce Non, qu'ils en le degré de stupidité. Je veux dire, je regardais la réaction de Jack Metzing, là. Vous me direz, c'est Jack Metzing, là, mais quand même, le gars aspire quand même à être premier ministre d'un pays du G7. Il faut juste se rappeler ça, là. Il nous dit We welcome the end of Bashar al-Assad brutal regime. Syria's future belong to Syrians. Non, le futur des Syriens n'appartient pas aux Syriens. Il appartient à savoir quel de ces groupes de cinglés-là va prendre le contrôle sur l'autre. Et il puis y les a fort à puissances parier. régionales et globales aussi, là. Exact. Et il y a fort à parier que dans un contexte de chaos, tu sais, comme le dit la fameuse phrase Ordo ab chaos, l'ordre émerge du chaos, ben, la force de toujours ces mouvances islamistes-là, c'est l'idée qu'avec eux, ils ramènent l'ordre social. Et un ordre Exactement. social qu'on ne veut pas toujours avoir, mais c'est l'ordre social qu'eux vont imposer par la force. Et là, il dit there is a renewed hope for a Syrian future that is peaceful and stable. Moi, je vais le dire bien carrément, là, il y a un risque que la Syrie en vienne même à disparaître. Parce que là, ce qui va arriver, la Turquie va essayer d'établir une espèce de zone tampon dans le nord de la Syrie pour contrôler le flux de population, pour empêcher qu'il y ait d'autres réfugiés. Va aussi en profiter pour écraser les Kurdes qui se trouvent en Syrie. Là, vous avez Israël. Je sais pas si tu as vu, mais Netanyahou a annoncé qu'il a ordonné aux forces israéliennes de faire une avancée aux alentours du plateau du Golan. Le plateau du Golan, ben, c'est un plateau, hein, c'est en hauteur, puis ça permettait jusqu'aux les années 70, jusqu'à ce qu'Israël en prenne le contrôle après la guerre du Kippour. Ça permettait aux Syriens de mettre des batteries d'artillerie, puis de toucher le territoire israélien. Donc après la guerre du Kippour, les Israéliens ont pris le contrôle d'une partie du plateau du Golan. Il y a un accord de paix avec le père de Bachar el-Assad à l'époque. Et là, ben, comme il dit, ben là, on ne sait pas. En fait, la deal ne tient plus parce que là, le gouvernement Ah de non, la c'est ça. famille el-Assad est plus en place. Donc, j'ai ordonné à mes troupes de faire une progression. Donc là, on pourrait très bien assister à Israël qui en viendrait à prendre un contrôle d'une partie du territoire syrien. Combiné à ça, vous allez avoir la Turquie qui a déjà commencé à intervenir, qui est déjà présent militairement dans le nord de la Syrie de toute façon. Donc, je ne vois pas pourquoi ils Hmm. retiraient leurs troupes du jour au lendemain. Là, vous allez avoir des groupes, il y a quand même encore des groupes islamistes radicaux à l'intérieur même des groupes rebelles qui composent la faction du HTS qui va essayer de prendre le pouvoir. Donc, et puis vous avez aussi des composantes ethniques et religieuses à l'intérieur de la Syrie. Vous avez là la recette parfaite pour le chaos le plus total. Puis, il se pourrait très bien que, comme je dis, Israël, la Turquie, puis les États-Unis, qui ont aussi une base militaire dans le sud du pays, en viennent là, à morceler Une le partition du pays. pays, ouais, c'est ça. Donc, Et c'est parler là d'un vraiment pas avenir impossible. pour le peuple syrien va toujours exister, là. Mais l'État, la nation syrienne, elle Hmm. pourrait très bien disparaître, là. Puis on ne sait pas ce que les Iraniens vont essayer de faire aussi, là. Ce que Non, les c'est ça. Irakiens vont essayer de faire. Puis vous avez non seulement des Kurdes dans le nord-est de la Syrie, mais vous avez aussi des Kurdes en Irak qui ont un gouvernement autonome. Donc, est-ce qu'ils vont en Ouais. profiter eux aussi pour prendre le contrôle d'une partie du territoire syrien? Tu sais, honnêtement, là, puis c'est ça, on a vaincu le cancer des os, puis on se ramasse avec le sida, là. Puis c'est pour ça que On je m'explique mal ces réactions. Tu sais, je pense qu'une des. enfantin, c'est des gens qui comprennent rien. Mais quand même, ça vient de. Écoute, là, regarde, on avait ça en fin de semaine dans le devoir, la chute du régime d'Assad, une joie indescriptible pour les Syriens de Montréal. Et là, des gens là, de.
On nous montre ça, c'est des images qui sont passées à Berlin, donc des gens de la diaspora syrienne là, qui sont réfugiés depuis des années un peu partout en Occident parce que leur pays, c'est devenu n'importe quoi, là. Et là, on nous dit, regarde, c'est une joie indescriptible, lance Maria Zarif, une cinéaste syrienne installée au Québec depuis 24 ans en réaction à la chute du régime Assad. C'est parce que Mme Zarif, là, si les islamistes prennent le pouvoir, non seulement tu ne retourneras pas en Syrie, mais si tu y allais, tu ne feras plus de film, là. Tu vas faire la Non, vaisselle, là. tu vas faire la vaisselle, tu sortiras plus de chez vous, là. Puis, tu sais, c'est ça qui pourrait arriver parce que, mais tu sais, d'une certaine façon, je peux les comprendre. Ils ont peut-être des membres de leur famille qui ont été arrêtés, qui ont été torturés par le régime de Bachar Ouais, el-Assad. mais avant de crier la joie de même, il me semble que je trouve que c'est inquiétant de. Tu sais, Mais mais ça, c'est comme c'est si, mettons, je sais pas, moi, vous aimez pas. Vous dites, OK, Netanyahou, c'est un fou. On espère qu'il perde le pouvoir. Puis moi, je suis plus pour la Palestine, tout ça. Puis là, tu dis, OK, Netanyahou va tomber. Mais finalement, on apprend que qui va prendre la place, c'est des membres d'une fraction encore plus radicale de ben la oui. droite identitaire israélienne avec des gens qui sont carrément pour un État religieux. Puis tu dis, ben, finalement, peut-être avant de célébrer, je devrais me garder une gêne, tu sais. C'est ça, mais tu sais, c'est un peu typique de l'époque dans laquelle on vit. Il y a plus de sens de l'histoire. Puis c'est Hmm. toujours c'est le présent. On comprend pas le passé, on n'a absolument aucune, compréhension de ce qui pourrait advenir dans le futur. On ne se concentre que sur le présent. Donc, ben oui, tu sais, un salaud a été renvoyé du pouvoir, puis, c'est ça qu'on célèbre. Mais c'est l'incapacité de pouvoir se projeter dans l'avenir, puis c'est malheureux, là, mais l'avenir qui se dessine devant le peuple syrien, là, c'est pas jojo. Puis là, la question, c'est ça va être quoi, là, les arrangements? Les États-Unis vont inévitablement devoir jouer un rôle, là, parce que c'est Lindsey Graham, le sénateur, qui a dit, ben, tu sais, il y a quand même des terroristes qui ont été libérés de prison, des anciens membres de l'État islamique qui ont été libérés de prison dans les événements dans la fin de semaine. Ils vont se promener là, librement dans une région complètement explosive avec Exact. des armes qui se trouvent à peu près n'importe où, puis à portée de n'importe qui. Et je veux dire, ça constitue une menace potentielle pour les États-Unis. Donc, dans ce contexte-là, les Américains vont devoir intervenir, puis là, ils vont Ouais. devoir faire un choix. Est-ce qu'ils vont baquer les Kurdes? Mais s'ils le font, ils vont se mettre à dos les Turcs, qui sont un allié au sein de l'OTAN. Puis bon, ben, dans le contexte de la fin du conflit en Ukraine, les États-Unis vont avoir besoin d'Erdogan, de la Turquie, pour pouvoir faire de la médiation. Donc là, dans ce contexte-là, ils vont se dire, bon, ben, on va laisser tomber les Kurdes. Ce ne sera pas la première fois que les Américains laissent tomber des alliés. On laisse tomber les Kurdes, mais là, on soutient les forces de l'armée de libération syrienne, backées eux-mêmes par la Turquie, armées par la Ouais, ouais. Turquie, ou on donne une chance à un autre salaud, donc Al-Jolani, là, le leader là, des groupuscules islamistes, en se disant, bon, ben, au final, s'il nous garantit, parce que il s'est opposé à Bachar el-Assad qui était soutenu par l'Iran et le Hezbollah. Donc, dans ce contexte-là, ils peuvent penser, ben, il est opposé à l'Iran et au Hezbollah. Donc, dans ce contexte-là, ça en fait un allié d'Israël. Puis la communauté juive étant ce qu'elle est aux États-Unis, c'est un lobby extrêmement important. Est-ce que c'est le choix que les Américains vont faire Ouais. d'appuyer un radical islamiste dans le contexte où cet individu-là va contribuer à affaiblir encore davantage l'Iran, puis le Hezbollah, donc sauver l'allié israélien? Les Américains vont devoir faire Ouais. un choix, là. Puis le choix il est pas obvious, il est pas si évident que ça. Ça va être un calcul de coût-bénéfice, mais coût-bénéfice à court terme. Ça, Ben, c'est toujours le cas. c'est ça. Oui. Puis pour ceux qui sont des amoureux de voici les bons, voici les méchants, ça devient une situation qui est de plus en plus difficile parce qu'il n'y en a pas de bons là-dedans. Non, regarde, Il n'y en a pas de bons. dans les années 80, Saddam Hussein, c'est un gentil, c'est un bon. Des photos très célèbres de Donald Rumsfeld qui circulent où il se serre la main. Pourquoi? Parce que Saddam Hussein et l'Irak Ouais, Kadhafi, un peu l'Iran même chose, ouais. combattait l'Iran, Kadhafi contenait, d'une certaine mesure, différents mouvements, Ouais. islamistes. Donc, c'est ça. Donc le choix que les Américains vont faire, ça va être un choix à courte vue, dans l'immédiat pour sauver les meubles sans nécessairement penser à ce qui pourrait advenir dans le futur. Donc, moi, je écoute, je serais pas surpris qu'ils en viennent à soutenir, Jolani, un ancien terroriste, si, il fait la promesse là de définitivement couper les liens entre la Syrie, l'Iran et le Hezbollah. C'est ce que Israël veut, c'est ce que Netanyahou veut. Puis bon, mais les Israéliens vont pousser sur le territoire syrien, ça va mettre de la pression également.
Va falloir voir ça va être quoi la réaction des Turcs. C'est le pire des scénarios, le pire des bordels là, est en train de se produire. Puis je parle, tu sais, les gens comprennent quand je disais au début là, de l'émission que c'est le conflit probablement le plus difficile à comprendre, puis le plus difficile à expliquer, ben, vous en avez la preuve. Il y a Mmh. tellement d'acteurs impliqués. Imaginez une famille recomposée avec des beaux-frères, des cousins du second degré qui sont à la table, au souper de Noël, qui s'obstinent pour savoir qui va couper la dinde là. C'est à peu près ça. C'est un bordel, puis personne ne sait qui est associé, qui est affilié à qui, là. Ouais, c'est Puis ça. personne ne sait si on veut les gens se battent pour les atokas, l'aile de la dinde ou, les patates pilées, là. C'est malheureux, mais c'est ça. Puis les prochaines semaines vont être déterminantes. Il va y avoir de la clarification, mais, c'est une clarification qui va se faire à partir des acteurs régionaux et globaux, comme je dis, qui vont essayer de tirer la couverte chacun de leur côté, mais aussi à l'intérieur des groupes, rebelles qui étaient unis jusqu'à présent, mais là, leur unité est terminée. Ils vont recommencer à s'entre-déchirer, puis vous allez voir dans un an, vous allez avoir des gens en Syrie qui vont ouvertement regretter le départ de Bachar el-Assad. Ouais, c'est Comme vers c'est le le cas en plan. Libye où des gens regrettent le départ de Ouais, Kadhafi parce que depuis sa mort en ouais, 2011, c'est le bordel. c'est Puis le les gens bordel. disent: Oui, on n'avait pas de liberté sous Kadhafi, mais on vivait mieux, puis on n'était pas menacés Ouais, de se j'avais le faire droit d'aller à tuer. l'école, j'avais le droit de travailler, puis ouais, ouais, C'est c'est ça. ça. C'est malheureusement peut-être vers là qu'on s'en va. Ben, écoute, on aura l'occasion d'en reparler, puis les gens, ben, genre, en tout cas, j'espère qu'ils sont à même de peut-être se faire une meilleure tête sur le sujet. Sur ce, ben, merci, Prof. Caron, d'avoir été là, puis on se Un reparle très plaisir. bientôt. Ouais, Yes. salut.